Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Si vous nous rejoignez, bienvenue. On est ensemble pendant 1 heure pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Bonjour. Bonjour Valérie. Mathieu Alterman, journaliste, auteur. Votre dernier livre, Femme fatale, est paru aux éditions Quai des Brumes. Des Brunes, pardon. Mais oui, mais je ne me remets pas de pas être dans votre livre. Je vous le dis tout de suite. Vous l'avez pas lu, vous êtes à la page 152. Bien sûr, c'est trop loin. Tous les vendredis dans TPMP sur C8, Alexis Poulain, le retour, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour. Bonjour. Et Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris. Bonjour, et Valérie. candidat à la mairie du 17e pour les prochaines municipales. On va évidemment revenir sur le coup de sang d'Emmanuel Macron en Israël, coup de sang, coup de com'. Tout à l'heure, on avait Lise Lucet, Bernard Benyamin, qui sont quand même des journalistes chevronnés, qui sentaient plus un coup de com' qu'autre chose. Vous nous direz ce que vous en pensez. Explosion de la délinquance, où est l'État, où est l'autorité? On se pose la question. Et puis, la PMA pour toutes, est-ce qu'il faut rembourser la PMA? Vous savez que le débat est en ce moment au Parlement. On en parlera avec vous. On revient, on va parler de vous, on va faire vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons peut-être avec Rafik Smati. Oui, je voudrais évoquer avec vous la loi Avia contre la haine. Alors on dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Évidemment que personne autour de cette table est pour la haine sur Internet. Évidemment. Et évidemment que quand on voit passer certaines formules hasardeuses sur les réseaux sociaux lorsqu'on est insulté soi-même, évidemment que ce n'est pas agréable. Évidemment. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a derrière cette proposition de loi Avia? Il y a le fait de sous-traiter le traitement de la haine aux GAFA, aux algorithmes. C'est-à-dire que dorénavant, ce ne seront plus aux juges de statuer, mais ce sera aux algorithmes des GAFA d'identifier par anticipation les supposés propos sensibles ou haineux, ou par dénonciation, ce qui est encore plus grave. Donc tout cela est extrêmement inquiétant parce qu'on ne peut pas d'un côté se plaindre de la suprématie des GAFA, qui ont désormais une force de frappe aussi puissante que celle de certains États, et d'un autre côté leur demander de gérer pour le compte de l'État régalien et de limiter la propagation de la haine. Tout ça, il faut le mettre en résonance avec d'autres lois qui ont été votées, par exemple la loi sur les fake news. Et en trame de fond, il y a quoi? Il y a cette société de la surveillance extrêmement orwellienne, avec ce ministère de la vérité qui définit ce qu'est le bien, ce qui est le mal. C'est ça qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Et nous qui sommes des défenseurs de la liberté, je rappelle que c'est le premier pilier de notre devise républicaine, eh bien nous ne devons pas passer ça, quand bien même l'idée de base serait-elle bonne. Mais c'est déjà plus ou moins le cas. Twitter, aujourd'hui, vous pouvez signaler des contenus inappropriés. Ce qui en soi est problématique. Parce que si, vous savez, si moi je demande à 150 de mes amis de signaler l'un de vos propos, eh bien vous êtes suspendu. Bon, c'est pas l'idée que je me fais de la liberté. Oui, enfin, moi j'ai envie de vous répondre que si les GAFA s'étaient occupés de certains problèmes d'incitation à la haine, Alain Soral ne serait pas en liberté aujourd'hui. Voilà, donc il y a des moments. Moi, mon problème, c'est pas qu'il faut que ce soit d'un côté fait par les hommes, et d'autre par les machines. Il faut que ce soit efficace. Il faut trouver d'autres solutions. Quelle solution? Vous avez là, par exemple, un homme dont je ne dirai pas le nom, qui appelle au meurtre et à la pendaison, à brûler Elisabeth Lévy, Meyer Habib, enfin que des juifs. C'est un type qui en est déjà pris à plusieurs personnes. Il y a des plaintes qui ont été déposées contre lui. Il a été déclaré irresponsable. Et ce type continue à diffuser des vidéos de 2 heures. Non, mais ce que vous dites est extrêmement intéressant. Ce que vous dites, ça pointe du doigt la faillite de l'État régalien. Si cette personne est déclarée comme étant irresponsable, ce n'est pas la faute à Facebook, à Google ou à Amazon ou à Twitter. C'est la faillite de l'État régalien. Aujourd'hui, des propos, qu'ils soient diffamatoires, que ce soit des insultes, que ce soit des menaces, c'est pénalement répréhensible par la loi. Moi, je suis pour le fait que la loi soit appliquée strictement et mon point, lequel est-il? C'est de ne pas sous-traiter ça et la prise de décision aux algorithmes des GAFA. C'est ça le point. C'est pas le fait d'autoriser la haine. Évidemment que la haine, il faut la condamner pénalement. Évidemment. Un commentaire, Geoffroy Boulard? Oui, là, par exemple, la vidéo ne devrait pas être en ligne. Non. C'est-à-dire que le GAFA, il doit prendre ses responsabilités et expliquer pourquoi il l'a supprimée.
Je comprends pas pourquoi elle est toujours en ligne, même si elle a été déclarée irresponsable. Il doit assumer, quitte à ce qu'il se fasse même attaquer. Mais il y a une prise de position morale aussi à prendre pour le GAFA. Il y a des engagements qui doivent être pris. Là, cette vidéo, elle doit pas circuler. Même s'il y a eu effectivement. Là, je crois qu'à un moment donné, on atteint les limites aussi. On peut pas tout confier au GAFA, mais il faut qu'il y ait des engagements qui se fassent. Et là, c'est pas normal. On doit dénoncer le GAFA qui laisse cette vidéo en ligne. Voilà. Ouais. Oui, mais la question est de savoir où est-ce que vous mettez les limites. C'est simple. Nous sommes ici. Là, il y a une limite. Il y a une limite. C'est-à-dire que le juridique va dire il est responsable. Donc on le laisse faire. Oui, mais bien je dis non. Oui, mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est l'appel à la haine. Oui, mais ce que vous êtes en train de dire tacitement, et moi je trouve lamentable que l'État régalien se défausse dans cette histoire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce sont aux GAFA de compenser l'absence de courage de l'État régalien. Alors, mais vous vous rendez compte de la perversité du modèle dans lequel mais il faut bien qu'on trouve une solution quand même. Alexis Poulain. Vous avez commencé sur le fait que l'enfer était pavé de bonnes intentions. C'est exactement ça, cette loi, effectivement. Parce qu'il y a le problème de la zone grise. C'est-à-dire qu'il y a des contenus qui sont de la haine, qui sont illicites. Il n'y a pas photo. Ceux-là doivent être retirés. C'est déjà souvent le cas. Et on partait d'ailleurs de la tuerie de Christchurch où le personnage avait filmé. Ça part de là, toute cette réflexion en disant comment c'est possible que ces contenus restent en ligne 24 heures ou plus soient multipliés. Le problème, c'est comment on définit le contenu haineux. À partir de quel moment on rentre dans la haine. Moi, par exemple, j'ai été attaqué par un syndicat de police comme étant haineux parce que je dénonçais les violences policières. Il n'y avait rien de haineux dans mes propos, c'était des faits. J'étais simplement, comme d'autres journalistes, à dire écoutez, c'est pas possible. Là, on a des débordements, on a des comportements qui ne sont pas républicains de la part des forces de l'ordre et qui salissent l'ensemble de la profession. Quand on vous traite de haineux alors que vous ne l'êtes pas, là on rentre dans déjà quelque chose d'autre. Et moi ce que je vois en germe dans cette loi, c'est une loi de censure. Simplement parce que, et on l'a vu dans les vœux à la presse d'Emmanuel Macron, il a peur, le pouvoir a peur de ces réseaux sociaux, de ces téléphones, en disant tout le monde ne peut pas être journaliste avec un téléphone, attention c'est dangereux, parce que sans ces téléphones on n'aurait pas vu toutes ces violences policières lors des manifestations. Sans ces téléphones on n'aurait pas vu non plus les tortures à Abu Ghraib par les forces américaines de prisonniers irakiens. Il y a la nouvelle technologie qui fait qu'effectivement on peut faire autre chose. Enfin, sur le discours de haine, c'est autre chose. Extrêmement dangereux, c'est-à-dire que les vidéos sont aussi parfois manipulées, que vous montrez ce que vous voulez bien montrer. Excusez-moi, mais je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ai pas l'impression qu'on voit plus facilement les bavures policières aujourd'hui qu'il y a 35 ans. C'est pas vrai. Si. En France, non, c'est faux. On voyait, je m'en souviens, dans les années 80, il y a eu notamment pendant la première cohabitation et que Pasqua était ministre de l'Intérieur. Il y avait un contre-pouvoir dans les médias et on parlait bien entendu des bavures et pas moins qu'aujourd'hui et sans réseaux sociaux. Alors moi j'ai trouvé que sur les débordements qu'il y a eu lors des manifestations de Gilets jaunes, il a fallu des semaines avant qu'on commence à en parler. Et il a fallu 1 an pour que le ministre de l'Intérieur dise effectivement on a peut-être un souci. Donc là on a peut-être une faillite aussi des médias traditionnels qui fait que les réseaux sociaux ont réussi à supplanter quelque chose. Et ça fait peur. Et il va falloir labelliser, faire du média labellisé d'un côté et puis de l'autre côté dire ces médias-là sont indépendants, sont ce que vous voulez, sont dangereux, sont de la fake news et sont potentiellement aussi porteurs de discours de haine. Je pense que le problème, c'est que quand l'information est divulguée par un militant, forcément, elle n'est pas regardée de la même manière que si c'est par un journaliste. D'où l'hésitation à la véracité des faits. C'est sur ça. Le problème du débat journaliste militant, il y a eu des listes de noms qui sont sorties. On a dit qu'est-ce que c'est qu'un journaliste militant ? Est-ce que on peut dire que un monsieur à l'écharpe rouge est aussi militant que Taha Bouaf avec son téléphone ? Évidemment que c'est un débat qu'on peut avoir sur la pratique du journalisme, mais c'est historique aussi. Le pamphlétaire, le journaliste engagé, etc. Mais c'est pas le vrai débat. Moi, je pense que si on veut recentrer sur cette censure des réseaux sociaux, on a des lois. On a la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui est très bien faite, qui suffit. Aujourd'hui, qui suffit. Et puis, on peut censurer très vite les discours de haine. Quand on voit effectivement toute cette façon de prendre par-dessus la jambe la responsabilité, le meurtre de Sarah Halimi, en disant finalement c'était une bouffée délirante due au cannabis. Irresponsable. Non mais voilà, on est où ? C'est là le problème. C'est-à-dire qu'on peut y aller, on peut censurer, mais les discours de haine seront toujours là. La façon de la faire ressortir d'une manière ou d'une autre, si c'est pas sur les réseaux sociaux, ce sera ailleurs et ce sera encore pire. Donc je crois pas qu'on s'attaque au problème par le bon angle. Bien au contraire, on essaie de cacher la poussière sous le tapis et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Faites votre coup de gueule qui est un petit peu en lien, avec les réseaux sociaux. Mon coup de gueule, c'est sur cette jeune fille qui s'appelle Mila, qui a dit du mal, tout le mal qu'elle pensait de l'islam, en insultant la religion, en blasphémant. Non, le blasphème n'existe pas en France. Non, bien sûr, mais justement, et je veux en venir là. Et là, elle a reçu des menaces de mort. On a publié son adresse. Elle est obligée de déménager. Elle peut plus aller à l'école. Alors,
c'est quand même dingue qu'il y a quelques années de ça, il y avait la France qui était « Je suis Charlie ». Des gens ont perdu leur vie parce qu'ils dessinaient, ils se moquaient de la religion. Et on a le droit de se moquer de la religion. Et on a de la chance parce qu'on vit en France et qu'on est une démocratie. Et aujourd'hui, on a une jeune fille qui dit ce qu'elle pense en disant « Voilà, moi je… » Parce qu'elle répondait en plus à des propos homophobes. Donc c'était même pas une attaque à nominer, c'était une réponse à des attaques déjà qu'elle avait eues. Et aujourd'hui, où sont les voix progressistes pour défendre cette jeune fille ? Il n'y a personne. On n'entend que l'extrême droite, que la droite, que les gens qui vont dire mais pourquoi, et les républicains, parce qu'on est conscient de la laïcité, on est conscient de la chance qu'on a de pouvoir blasphémer dans ce pays, pourquoi on a ce problème-là, qui n'est qu'un... Là, on est en plus au début du problème, parce que quand vous voyez les tombereaux de haine, d'insultes, de menaces de mort qu'elle a reçues, c'est des jeunes qui n'ont aucune idée. Il y a un hashtag « Je suis Mila », mais il y a un autre hashtag qui est « Je ne suis pas Mila ». Oui, bien sûr, mais exactement comme pour Charlie. Mais sauf qu'à l'époque où Charlie, tout le monde était Charlie, aujourd'hui tout le monde sort du bois et les gens ne sont pas Charlie, et vous avez des gens en France qui n'ont pas idée de ce que c'est que la France. Mais et ça, c'est grave. Parce que le problème, il faut le dire, vient d'énormément d'associations LGBT pour qui ceux qui propagent l'homophobie sont uniquement les gens qui manifestent dans la manif pour tous, alors que pas du tout. Ces gens-là qui manifestent dans la manif pour tous, je suis pas d'accord avec eux, mais c'est jamais des gens qui passent à l'acte dans les agressions physiques et qui menacent de mort. Jamais. Soyons factuels. Les seuls pays au monde où l'homosexualité est un délit et un crime sont des pays musulmans. On a le droit de le dire, ça, ou pas ? Bah oui. Sur cette jeune fille, oui, effectivement, c'est un tombereau, sa vie est aujourd'hui. Elle est foutue, mais quand elle fait cette vidéo, on se dit, est-ce qu'elle se rend compte de ce qui va lui arriver ? Aucun membre du gouvernement n'est intervenu. Non, rien. Et il n'y a que Marianne en média, le magazine Marianne, qui a osé. Sinon, il y en a eu, nous on en a parlé, on en a un petit peu aussi. J'espère bien. On en a évidemment parlé. Mathieu, vous, c'est un coup de gueule également. C'est un coup de gueule envers quelqu'un qui s'appelle Gérard Miller. Gérard Miller, il intervient sur LCI sous l'étiquette éditorialiste, alors que je sache, il n'est pas éditorialiste, il est militant France Insoumise, mais mon coup de gueule ne vient pas là-dessus. Il a le droit d'être militant France Insoumise, on a le droit d'avoir les opinions qu'on veut. Le souci, c'est qu'il tient des propos outranciers. Je vais vous en citer un d'ailleurs qui est hallucinant. Voilà ce qu'il a dit à propos d'Amin El-Ratmi, le président du Printemps républicain. Il lui dit « Je connais mal cet ex-socialiste, je tombe sur l'une des envolées, je m'interroge ». Et il finit par dire est-ce que le PS n'était pas un vaste égout qui ne demandait qu'à se vider à la première occasion ? Et moi, qu'un monsieur psychanalyste dit ça, ça me choque. Parce qu'il a eu des patients, il en a toujours. Je suis assez fan de la psychanalyse. Je trouve que quand on est psychanalyste, on n'a pas le droit d'être violent, de dire des choses pareilles. On doit penser à ses patients. On a un code, quelque part, d'honneur. Et qu'il fait beaucoup de mal à cette profession. Je vous dis, c'est pas le problème politique. À la limite, en politique, tous les coups sont permis, mais pas dans la médecine. Et on signale quand même que le syndicat de police Vigie, extrêmement minoritaire, je le rappelle, va bénéficier de la venue de Gérard Miller, qui va assister à Alexandre Langlois lors de son inspection, de son audition à l'IGPN cet après-midi. Mais je ne sais pas. Mais vous vous rendez compte, c'est patient. Les gens qu'il a eu il y a 20 ans, il y a 30 ans, parce que ce que je dis, je ne vais pas citer de nom, mais beaucoup de gens qui étaient proches de lui, qui étaient psychanalystes, me disent en off, c'est quelqu'un qui a vrillé. Clairement, qui a vrillé. Alors là, c'est des accusations peut-être un peu vous ne pouvez pas, en tant que psychanalyste, avoir des propos pareils. Vous qui connaissez bien Alexandre Langlois, Alexis Poulain, pourquoi il prend Je ne sais pas. J'apprends sur votre antenne et je suis surpris. Je connais aussi Gérard Miller, un peu, du média. Mais non, je ne sais pas pourquoi il le prend, lui. C'est à son audition pour l'IGPN, c'est ça ? Oui. C'est étrange. Curieux, Allez, on marque une pause et puis on va revenir avec votre coup de gueule, Geoffroy Boulard, qui va nous amener sur la sécurité également. On en parle avec vous dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Rafik Smati, Mathieu Alterman, Alexis Poulain et Geoffroy Boulard. On va parler d'Emmanuel Macron en Israël dans un instant, mais Geoffroy Boulard, un coup de gueule qui ne nous étonnera pas. C'est Anne Hidalgo qui, hier, sur France Inter... Je rappelle que vous êtes maire du 17e, maire LR du 17e. Voilà. Sur France Inter, relayée dans le Figaro, elle se défausse une nouvelle fois en matière d'insécurité, de hausse de la délinquance dans Paris, sur le préfet de police. Alors que en février 2017, les socialistes lui ont fait un petit cadeau, c'est qu'ils ont modifié les pouvoirs de la maire de Paris en matière de police. Elle a récupéré notamment
la circulation, elle avait la possibilité de créer une police municipale, elle l'a pas fait. Je trouve ça vraiment malhonnête de sa part, d'aujourd'hui se défausser sur le préfet de police. Elle n'a jamais voulu de la police municipale. Maintenant, c'est très facile de trouver le ministre de l'Intérieur, le gouvernement responsable de tous les maux à Paris. Elle n'a pas fait sa part en matière de tranquillité publique. On pourrait même élargir cela un petit peu au grand bazar à Paris sur l'espace public. Moi, j'ai fait une proposition dans le cadre de la campagne dans le 17e, c'est de créer un adjoint aux travaux. Ce que Anne Hidalgo n'a pas fait, moi je vais essayer de le faire dans le 17e. C'est totalement anormal. Quelqu'un qui soit responsable, qui coordonne à minima sur votre trottoir ce qui se passe. Et on est capable de le faire. Eh bien, j'espère que ça l'inspirera pour changer Paris. Mais franchement, c'est malhonnête. À chaque semaine, il y a une annonce toujours plus démagogique. C'est maintenant la maire la plus écolo de Paris. Si on regarde le bilan, je vois dans le 17e arrondissement, elle a voulu bétoniser, supprimer des espaces verts. Elle a voulu supprimer, abattre des arbres. Il a fallu que je me batte pour sauver les arbres qu'elle voulait abattre. Donc tout ça, c'est beaucoup de communication. Les faits sont têtus. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle voulait faire de la porte de la chapelle l'esplanade des Invalides. Quelqu'un qui dit ça, est discrédité, mais dans la seconde. Enfin, c'est ridicule. Plus c'est gros, plus ça passe. Alors que les enjeux sont quand même importants sur la porte de la chapelle. Lisons le livre de Pierre Lisca, d'ailleurs, faut le rappeler, qui parle du sujet. Et il y a aussi un autre auteur, Benoît Dutertre, je crois, qui a publié un bouquin. Dans le Figaro, là, j'ai vu des extraits. Bon, mais vous êtes en campagne, Geoffroy Boulard. Oui, mais je suis constant sur mon opposition à la politique d'Anne Hidalgo, connaissant bien cette mairie de Paris qui dysfonctionne depuis trop longtemps. Alors, Emmanuel Macron en Israël, hier, qui s'est emporté face à des policiers israéliens lorsqu'il entrait dans l'église Sainte-Anne de Jérusalem. C'est une scène qui, évidemment, rappelle le même incident qui avait impliqué Jacques Chirac dans les années 90. Je ne sais pas si on a le son, on va le réécouter. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke nobody, okay? Voilà, je disais qu'il faudrait peut-être appeler Gérard Miller pour essayer de comprendre pourquoi ce président qui parle parfaitement anglais avec un accent formidable, d'un seul coup se met à parler nobody's to everybody's, stay calme. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Parce que c'est un coup de com' absolument lamentable. Vous savez, on a un président qui est obsédé par le fait de vouloir plaire à tout le monde, donc c'est le en même temps permanent. Sauf qu'à force de vouloir faire ça, il déplaît à tout le monde parce que il s'est rendu après devant le mur, donc il va déplaire aux gens qui sont contre, en gros, Israël. Et puis en faisant ça, et surtout on n'explique pas le pourquoi de ce monologue. Si, on l'a expliqué. La colère, c'est que l'église Sainte-Anne appartient à la France et que les policiers, les services de sécurité israéliens ont voulu rentrer dans l'église et que normalement, c'est à la sécurité française. Non, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. C'est le chef de la sécurité israélienne qui était rentré à l'intérieur et ressorti pour une chose. Il a voulu rentrer, on l'a empêché de revenir. Donc c'est un événement totalement anodin. Vous vous rendez compte ? Il y en a pas. Les proportions que ça prend pour un truc totalement anodin. Emmanuel Macron, il me fait peur en fait. Il y a un côté mauvais acteur chez lui permanent, mais il continue. OSS 117. Mais très mauvais acteur. Mais on voit qu'il aime jouer, donc il continue de jouer, de faire des trucs. À chaque fois que je le vois, je suis dans le malaise. Il y a quelque chose qui passe pas. C'est compliqué. Ces discours là, il a fait un discours lundi pour les champions des régions. On avait l'impression d'entendre un start-upper comme le mec de Sheffing qui racontait tout n'importe quoi, qui parlait d'énergie, de machin. Et là, quand il imite Chirac, parce que c'est ça, il imite Chirac, donc il est content de lui. Alors soit c'est un pari avec un de ses potes, et dans ce cas-là, je suis rassuré, tant mieux qu'un président puisse faire des choses pareilles. Non, parce qu'on le fait, c'est vrai, à l'Assemblée, placer quelques mots, des choses. Mais si c'est vraiment naturellement imiter Chirac parce qu'il fait le même parcours que l'ancien président français et qui se dit là, je vais gagner des voix, ou là, je vais avoir une stature dans le monde arabe ou quelque chose, c'est du délire. Les conditions n'étaient pas les mêmes. Chirac avait explosé parce que la traversée de la vieille ville avait duré 2 heures. Ça n'avait rien à voir. Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'était pas le même. Juste rajouter quelque chose, c'est que la politique pro-arabe de Jacques Chirac n'a rien à voir avec celle du président Macron. Et surtout, rappelons une chose historique,
si les Palestiniens n'ont pas signé les accords de Camp David à l'automne 2000 entre Ehud Barak, qui était la gauche israélienne, et Arafat, c'est parce que Chirac a dit à Arafat de ne pas signer. Okay. Si aujourd'hui il y a toujours un conflit, c'est à cause en partie de Jacques Chirac. Alors, voilà. Oui, Geoffroy Boulard ou Rafik Smati, Rafik, allez-y. Ouais. Cette scène du président de la République, pour moi, est un non-événement. Honnêtement. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Vous savez à quel point je suis critique sur la politique de Emmanuel Macron, tant sur l'économie que sur la sécurité, que sur l'identité. Ouais. Je pense que c'est un président de la République dangereux dans son action de président de la République, qui ne réforme pas et qui envoie la France dans le mur. Mais pour autant, je ne vais pas m'accrocher à cette anecdote, parce que c'est une anecdote, pour le critiquer par principe, ou encore pire, essayer de critiquer son accent. Je n'ai pas envie de rentrer dans cet exercice de psychanalyse pour savoir pourquoi il a parlé de cette façon-là alors qu'il parle bien anglais, etc. Je crois qu'il y a un vrai sujet de fond avec l'action du président de la République, et je préfère consacrer mon énergie à cela. À parler de ça, mais c'est vrai que je le traite, pour tout vous dire, un peu à contre-cœur, parce qu'on est un peu parfois moutonnier, que c'est l'événement médiatique. Est-ce que ça méritait plus que ça, Geoffroy Boulard ? Moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on a oublié pourquoi il était parti en Israël, qui est un vrai sujet. C'est quand même la commémoration du 75e anniversaire de la libération des camps. Enfin, je veux dire, c'est un sujet extrêmement sérieux. Au moment où les derniers survivants disparaissent, la mémoire et la conscience internationale, elle s'efface sur le massacre des Juifs d'Europe. Et c'était un rendez-vous international extrêmement important, et je crois qu'il faut le rappeler. Moi, je suis allé avec des élus l'an dernier à Auschwitz pour se souvenir, parce qu'on s'en rend compte quand on y va. Que la mémoire internationale a la tendance à baisser sur ce plan. Donc, un Français sur 6 ne sait pas ce que c'est que la Shoah. Exactement, et puis donc moi je suis un peu... Bon, ces images, elles ont tourné dans le monde entier. Je suis pas sûr que ce soit très, très positif, parce que les policiers israéliens, ils ont peut-être fait un peu de zèle, on les connaît, mais c'est quand même un symbole, c'est-à-dire pour beaucoup d'Israéliens à travers, et Juifs à travers le monde, c'est la défense de l'État d'Israël. Et donc c'est quand même un peu... Il a brouillé les messages, en fait. Parce qu'il est allé au Kotel, et ça c'était un geste d'apaisement, mais en même temps, il est allé voir Mahmoud Abbas, c'était pas une visite organisée, et donc on retient finalement cette vidéo. Pas grand chose. On va y revenir. On va y revenir. On aura Diane en ligne avec nous, 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Je suis avec Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, Mathieu Alterman, journaliste, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris, maire Les Républicains, je précise. Alors, nous parlions donc de la visite d'Emmanuel Macron en Israël, et Diane de Perpignan souhaitait réagir. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oui, je voudrais réagir. On dit qu'il ne faut pas en parler, on en parle trop, et qu'il faut penser le pourquoi il y a été. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Mais là, ce qu'il a fait, c'est là qu'on aurait pu en parler différemment que de se faire voir comme ça, de se faire remarquer. Et en plus, je voulais dire, s'il veut en parler de ça, pourquoi 70% des Juifs en France, il y a un sondage qui vient de passer, pourquoi il ne s'en occupe pas ? Pourquoi il ne s'en est pas occupé depuis qu'il est là ? Il avait dit qu'il en parlerait des religions et tout ça. Il n'en parle pas, pourquoi ? Et il faut qu'il se fasse remarquer sur des paroles qu'il vient de dire, là, comme il vient de dire, faire partir de la sécurité. Et avec l'accent qu'il avait, bon, l'accent, tout ça, c'est pas... non, c'est pas très important. C'était une petite... Mais pourquoi il ne s'occupe pas en France de ce qu'il faut faire pour les Juifs et tout ça ? Pourquoi il ne s'en occupe pas ? Il laisse 70% des Juifs harcelés comme ça. Et les cimetières... Alors, moi, je voudrais réagir sur une chose, c'est qu'il donne l'impression qu'il y a une police israélienne très violente à l'intérieur. Or, je suis désolé, en Israël, quand vous avez les opposants à Netanyahou qui manifestent à Tel Aviv, par exemple, parfois dans des manifestations jusqu'à 100 000 personnes, il n'y a aucune violence. Il y a moins de violence qu'en France quand il y a des manifestations de gilets jaunes ou des gens pour la retraite. Donc, avant de critiquer la sécurité intérieure israélienne... On n'a pas très envie de rigoler avec la police israélienne. Non, mais je peux vous dire, quand vous allez à Tel Aviv, vous ne voyez pas un policier. Vous ne la voyez pas, la police. Elle est totalement invisible. Beaucoup plus discrète qu'en France. Donc, avant de donner des leçons sur la sécurité intérieure israélienne, qui regarde un peu comment ça se passe en France. Mais sur ce que dit Diane, à savoir qu'effectivement, toujours ce fameux discours sur la laïcité qu'on n'a toujours pas eu, et sur ces différents chiffres, à savoir qu'effectivement, je ne crois pas que ce soit 60%, je crois que c'est 38%
des Juifs de France qui se sentent, en tout cas, qui ont été agressés ou qui se sentent en danger. La hausse de l'antisémitisme, elle est pas que ressentie, elle est vécue par un certain nombre de Français qui sont juifs. Et c'est vrai que voilà, on attend des actes parce que ça progresse. Et puis on en parle beaucoup. Et puis en fait, il se passe rien. Donc il y a effectivement une attente assez forte. À la fois, on peut dénoncer. À chaque fois, on dénonce pour pas banaliser. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait en profondeur pour lutter contre les clichés ? Parce qu'il y a une enquête, je crois que c'est l'IFOP qui a sorti une enquête récemment là, sur la perception de nos concitoyens de ce que représentaient les Juifs. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut qu'on en sorte, quoi. L'argent, les médias, ça c'est concret. On a des enquêtes d'opinion là-dessus. Donc comment on travaille là-dessus à déconstruire ces clichés et montrer que voilà, les Juifs sont des Français comme tout le monde en France. Le problème auquel nous sommes confrontés, et c'est ça qui est profondément grave, on est au paroxysme de la société du spectacle de Guy Debord, dans le sens où, finalement, la vie politique française aujourd'hui est devenue une fiction, et le récit qui est raconté par les acteurs, donc, est devenu plus important que les actes eux-mêmes. Bien sûr. Et c'est valable, là on parle de la lutte contre l'antisémitisme, c'est valable évidemment dans ce domaine-là, mais c'est valable dans tous les domaines, tous, jusqu'à la dernière réforme des retraites, jusqu'au sujet économique, jusqu'aux 80 km/h. Tous les sujets, vous pouvez les regarder sous ce prisme-là. On n'est pas sur du réel, on n'est pas sur du tangible. On est là sur une histoire qui parle à des publics différents. On est là dans une saison de Netflix avec des rebondissements, avec des nouveaux personnages qui rentrent en ligne de compte. Et ce qu'il faut, c'est garder le spectateur en haleine. Or, la vie politique d'un grand État tel que la France, dans une période aussi turbulente que nous la traversons aujourd'hui au niveau planétaire, avec une nouvelle géopolitique des puissances qui se met en place, avec des risques géopolitiques et macroéconomiques majeurs, plus que jamais, l'objet de l'engagement politique doit être d'ancrer dans le réel et surtout pas de raconter une histoire qui est à des années-lumière du quotidien de nos compatriotes. Et tout cela risque, je le crains, d'envoyer notre pays dans le mur, tout simplement parce que nous aurions eu une classe politique et des dirigeants politiques, plus précisément, qui seront passés à côté de ce réel. Ouais. Ce réel, pourtant, il est documenté, on en parle, on a parlé des 150 quartiers aux mains des islamistes, on a maintenant des études qui le disent, on a cette lamentation permanente de dire oui, il faut récupérer la République, oui, il faut faire quelque chose contre l'antisémitisme, oui, il faut faire quelque chose contre les communautarismes, et puis on ne fait rien. Systématiquement, on ne fait rien depuis des années, c'est pas le fait de ce gouvernement-là qui fait comme les autres. Le problème, moi je le date finalement à ce débat qu'on ne veut pas avoir sur l'identité nationale. Alors, quand Nicolas Sarkozy l'avait sorti, il s'était pris une volée de bois vert en disant « mais quelle honte, mais quelle horreur, mais comment peut-on faire une chose pareille ?» Je crois que malheureusement, aujourd'hui, il y a une éducation à ce que c'est qu'être français, il y a une éducation à ce que c'est qu'être républicain, il y a une éducation à ce que c'est que vivre dans ce pays. Parce qu'on a des jeunes, et c'est là où c'est dangereux, c'est-à-dire que les jeunes générations sont vraiment paumées et n'ont aucune idée des valeurs, ça va être pourtant simple, que sont les valeurs de la République et de la République française. Et ça, si on ne veut pas le faire, et on continue à ne pas vouloir le faire... Ils n'ont aucune idée ou on leur met une autre idée dans la tête ? Non, ils n'ont aucune idée, parce que justement, on va écouter, vous avez les YouTube, vous avez le quartier, vous avez ce que vous voulez, vous allez... c'est aussi une des réussites de la mondialisation. Finalement, votre pays ne compte plus. Quand on entendait Emmanuel Macron dire qu'il n'y avait pas de culture française, c'est quand même assez dingue de pouvoir dire ça en tant que président. Donc, je pense que ce débat-là, que la gauche n'aime pas, que plein de gens n'aiment pas, qui disent que évidemment c'est un débat identitaire, c'est dangereux. Non, je pense que c'est un débat nécessaire aujourd'hui, dans la confusion, dans la turbulence actuelle, de remettre sur la table et de dire attention, être un citoyen français, c'est ça, et ça implique ses droits et ses devoirs. On va en parler avec... Le problème aujourd'hui, c'est qui sont les agresseurs. Alors, je veux pas mettre une ambiance épouvantable, mais moi, je suis descendant de gens déportés à Auschwitz. Mon arrière-grand-mère est morte à Auschwitz. Je suis juif non-croyant, non-pratiquant. Et le jour de mes 6 ans, il y a une bombe dans ma rue. J'habitais rue Copernic. Et le jour de mes 6 ans, il y a l'attentat de la rue Copernic. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde pense que c'est l'extrême droite. Tout le monde manifeste. Mais de toute origine, tout le monde manifeste. Début des années 2000, augmentation des actes antisémites. Terrible ce qui se passe. Sauf que plus personne ne manifeste parce que les gens auteurs
des actes antisémites ne sont pas l'extrême droite. Et d'ailleurs, la rue Copernic, on l'a su quelques années après, c'était les Palestiniens d'ailleurs, c'était pas du tout l'extrême droite. Ce que je veux dire, c'est que quand c'est l'extrême droite qui fait, comme ce qu'il y avait eu à Carpentras, des choses contre les juifs, tout le monde manifeste dans les rues. Quand ce sont des jeunes issus de la communauté musulmane qui attaquent des juifs, il n'y a plus personne dans les rues en dehors des juifs. Voilà. C'est un fait. Est-ce que, pour revenir, merci à Diane en tout cas de son commentaire, est-ce que ça peut être aussi pour faire diversion pendant ce temps-là? On ne parle pas de la réforme des retraites. Non mais, certains l'évoquent. Il y a la grande histoire, la petite histoire, et puis il y a la politique. Ouais. On ne va pas passer... Effectivement, il faut un moment aussi faire des trêves. La commémoration d'Auschwitz, on ne peut pas non plus... C'est international. C'est international, c'est un grand moment international. Là, non, je ne vous parle pas du voyage, je vous parle du coup d'éclat d'hier. Ce coup d'éclat, voilà, c'est une périphérie. Et c'est malheureux que ça cache en fait la raison du voyage, parce que là, il représente le pays. Et c'est important qu'on y soit. On va changer de sujet. On va parler de l'explosion de la délinquance, agression, homicide, viol. La situation liée aux actes de violence ne fait que se dégrader dans le pays. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Les chiffres donc, qui ont été révélés par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure nous explique que le nombre de victimes a augmenté. Christian Jacob a tweeté « L'autorité de l'État doit revenir ». Quand on voit les chiffres de l'explosion de la délinquance et de l'immigration, on se dit qu'il y a un problème au ministère de l'Intérieur. Rafik Smati, vous êtes allé, vous, la semaine dernière, dans les quartiers nord de Marseille. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Oui, vous savez, les territoires perdus de la République, on en parle beaucoup. Ça fait fantasmer beaucoup de monde, mais en réalité, peu de gens y vont. Et j'ai voulu passer la journée de vendredi dans ces territoires perdus, et je suis allé accompagné d'une maire adjointe à Marseille dans ce qu'on appelle les quartiers nord, et notamment la Castellane. D'abord, j'ai envie de commencer par être positif. J'ai vu des jeunes qui en veulent, qui ont envie de s'en sortir, qui veulent faire des études, qui ont des rêves, qui ont envie de devenir informaticien. J'ai vu des choses fantastiques. J'ai vu des populations et notamment issus de l'immigration, qui sont en souffrance, qui subissent un système et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de sortir de ce piège. Mais j'ai vu quoi d'autre? J'ai vu des cités où vous avez, dès l'entrée, un guetteur masqué, mais même pas masqué avec une écharpe parce qu'il fait froid, masqué avec un masque de chirurgien. Quand vous rentrez dans cette cité-là, avec votre véhicule, vous êtes escorté par des motards armés, qui vous demandent de vous arrêter. Si vous ne vous arrêtez pas, ce qui a été notre cas, vous êtes pris 50 mètres plus tard, dans un guet-apens, avec des personnes qui sortent de nulle part, qui se mettent en travers de votre route, qui vous demandent des comptes sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites là, et où vous allez. Et vous vous rendez compte d'une chose, c'est que si vous ne leur répondez pas, ça peut très vite dégénérer. Et ça peut très vite se transformer en drame. Vous avez un guetteur tous les 20 mètres, muni d'un talkie-walkie. Et ces gens-là, quand vous osez leur demander qui ils sont, ils vous répondent « on est là pour faire la sécurité ». Sous-entendu, ils ont eux-mêmes organisé leur propre système de police. Tout cela est su de tous. Si vous y allez, vous le verrez. Les autorités de police ne vont plus dans ces quartiers. La maire adjointe en question, qui m'a accompagné sur les lieux, m'a fait part de la solitude extrême qu'elle avait face à cette situation, avec des autorités de police et de préfecture qui refusent de se rendre dans ces quartiers-là. Tout ça pour dire une chose, c'est que l'autorité de l'État dans notre pays, et en particulier dans ces territoires perdus de la République, ou même des territoires abandonnés, parce que la France a abandonné ces territoires et les habitants qui y vivent. C'est une honte nationale. C'est une honte. On ne peut pas, dans un pays tel que la France, accepter qu'une partie de notre territoire et de nos concitoyens et de nos compatriotes soit à ce point délaissée et abandonnée. Tout cela nécessite du courage, cela nécessite d'agir très fortement et de prendre tous les risques qu'il faut. Parce qu'on ne réglera pas ce que j'ai vu vendredi dernier avec des petites intentions et des petites mesurettes, et même des incantations, quand bien même seraient-elles portées par des gens de droite, et des propos martiaux en disant « ouais, il faut qu'on y aille », sachant qu'ensuite, quand ils sont en responsabilité, ils diminuent le nombre de policiers qu'il y a dans notre pays. Non, il faut agir fortement, c'est le minimum que nous devons aux Français qui vivent dans ces quartiers. C'est encore une fois, là vous le racontez, vous l'avez vécu, ce sont des situations qui sont connues. Il y a eu le livre d'Oberton, La France orange mécanique. Vous êtes élu, Geoffroy Boulard. Il y a quoi? Il y a un abandon de l'État? Il y a un manque de courage politique? Vous savez, on le voit même dans Paris. C'est-à-dire que Rafik est allé à Marseille, dans un quartier déjà identifié. Mais on voit l'évolution dans Paris.
le Paris périphérique, si vous regardez bien la capitale, eh bien, il y a des poches où les policiers se sont résignés. Moi, j'ai interpellé un bailleur proche de la SNCF récemment parce que je lui imputais la responsabilité de la situation de ce quartier. Insécurité, guetteurs, système organisé de trafic de stupéfiants. Voilà. Et à un moment donné, quand vous discutez avec les policiers, quand vous en êtes obligé de saisir la police judiciaire en disant « mettez le paquet, c'est sous vos fenêtres ». Et on est dans Paris, on n'est pas dans le 17e arrondissement, il y a quelques îlots comme ça. Moi, j'estime qu'il y a d'abord un problème. Je veux d'abord remercier les policiers parce qu'ils font un travail formidable. Mais là où ils sont pas assez nombreux, non, mais c'est pas le nombre. Arrêtez avec le nombre. Le sujet, c'est à un moment donné que la justice elle suive. Parce que le problème, c'est pas les policiers. Ils font leur travail. Mais aujourd'hui, ils sont découragés par des décisions de justice qui ne vont pas dans le sens de leur action. Je dirais pérenne, de remettre la tranquillité, de faire en sorte que, voilà, on ait des quartiers où la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Sauf qu'aujourd'hui, avec les manifestations, ça fait 2 ans, entre les gilets jaunes et les manifs, que les flics ils font autre chose que de surveiller la délinquance, très clairement. Aussi, mais c'est certain, et on les remercie, ils ont été mobilisés 63 non, mais c'est pas semaines. contre les flics, c'est de dire que ils ont d'autres missions aujourd'hui qui font que les cambriolages explosent, que les agressions explosent et qui sont pas là où ils devraient être. Je vous donne la parole dans un instant. 0826 300 300. On vous marque une toute petite pause et on se retrouve avec vous. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Explosion de la délinquance. Où est l'État? Que se passe-t-il? Mathieu Alterman. Alors 2 choses. En fait, la délinquance baisse dans toutes les capitales mondiales sauf Paris. Déjà, c'est-à-dire toutes les New York, Berlin, Londres, partout ça a baissé sauf chez nous. Donc il y a vraiment un problème qui est beaucoup plus profond que les 3 ans de crise, 2 ans de crise, de gilets jaunes et de réforme des retraites. En revanche, tout à l'heure on parlait de quelque chose, on parlait des jeunes dans les banlieues désœuvrées. Moi j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème idéologique, à savoir pendant des décennies, on a eu des banlieues qui étaient trustées par le PC, puis après par des associations qui expliquaient en gros que c'était indécent d'être milliardaire, alors que je pense que ces jeunes désœuvrés, ils n'ont pas envie qu'on leur dise que c'est indécent d'être milliardaire, ils veulent qu'on leur explique comment le devenir. Je pense que s'il y a des gens ultra libéraux en France, c'est eux. C'est toujours aujourd'hui tous les gens qui sont Uber, qui sont mis à conduire Uber, ils ont qu'un rêve, c'est pas de faire fortune en France, c'est de se barrer, de partir aux États-Unis. Donc il va falloir avoir un discours de PDG, j'exagère peut-être, avec ces jeunes qui n'en ont rien à faire, qu'on leur mette des éducateurs qui leur parlent de problèmes humains, de trucs. C'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est de faire de l'argent. Et ils le font très bien dans des domaines interdits. Vous avez expliqué tout à l'heure la sécurité. C'est-à-dire que au niveau trafic de drogue, ils sont super balèzes. C'est-à-dire qu'ils ont une sécurité nickel, il n'y a jamais de problème. Il n'y a quasiment jamais de mort, sauf entre eux. Mais il n'y a jamais un seul client de drogue qui meurt. C'est ce qui prouve qu'ils savent gérer leur truc. Donc ils peuvent faire la même chose dans la légalité, avec des produits légaux. Ce sont des formidables vendeurs. Ils font qu'on leur vende un rêve économique et pas un désespoir social. Ouais. Très juste. Je souscris. Alexis. Alors les mots, c'est facile. Après, la mise en œuvre est complexe. Oui, mais déjà, c'est le cap. C'est le cap. Et quand vous discutez avec les jeunes dans les quartiers, effectivement, ils demandent que ça. Ils demandent qu'à voilà. Et on est tous à leur dire, écoutez, à un moment donné, les projets professionnels, nous, on est là pour vous aider. Il y a des entreprises qui s'engagent dans les quartiers populaires, des grandes entreprises. Il y a des dispositifs. Mais la grande difficulté qu'on a, nos élus locaux, c'est de les emmener vers cela. Oui. Et il nous faut aussi des passerelles. C'est pour ça que le monde économique, il y a eu des associatif, qui est centré sur l'insertion des jeunes, il est clé là-dessus. Oui, sauf que c'est un peu une tarte à la crème, pardon, Geoffroy Boulard. Quand on voit certaines entreprises qui vous racontent, des très grosses entreprises qui ont créé des écoles de la seconde chance et qui ont 85% d'échecs, parce que se lever pour 1 500 € alors que par mois, en se levant à 8h du matin, et que ces 1 500 €, vous les gagnez dans la journée, et ça marche pas. Et que quand il y a un contremaître qui vous dit t'as pas fait ton boulot et qui se prend une tarte dans la figure, ça marche pas. Enfin, alors je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il y a quand même beaucoup d'échecs sur ces associations. Il faut assouplir. Mais il faut aller sur la formation. On peut pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, comme disait Mathieu Altman, ils veulent aussi gagner de l'argent. Non, mais leur idole, ils ont plus le poster du Che Guevara, ils ont plus Scarface. Comment vous sortez ceux qui font du trafic de drogue alors ils sont pas nombreux non plus. Mais après, Alexis. Oui. Je veux vous dire, on peut retourner le problème dans tous les sens. Évidemment qu'il y a une énergie fantastique auprès de ces jeunes-là. Mais l'acte fondateur pour établir la situation, c'est un acte d'autorité, un acte d'ordre. Cessons d'aller sur
des incantations socialistes telles qu'on peut les avoir depuis 30 ans, et en partant du principe qu'il faut subventionner, et qu'on trouvera la solution de cette façon-là. Non, il faut rétablir l'ordre. Il n'y a pas 36 000 solutions, nous en avons une, que nous avons travaillée avec le général Bertrand Soubelet, que vous connaissez, l'ancien numéro 3 de la gendarmerie nationale. C'est un État, qu'on appelle l'État de contrôle renforcé, qui est à mi-chemin entre l'état de siège et l'état d'urgence. Limité à une zone en particulier, avec une task force de 1000 hommes qui va faire tout le boulot, avec des policiers, des gendarmes, des militaires, des juges d'instruction pour mettre en place des comparutions immédiates, avec des éducateurs, des élus locaux, tout ça, une force de frappe majeure, quartier par quartier, pour aller remettre les pendules à zéro. Et je peux vous dire qu'une fois que les pendules sont mises à zéro, là, le génie entrepreneurial et tous ces jeunes pourront s'exprimer et faire de grandes choses. Mais vous avez beau retourner le problème dans tous les sens, l'acte fondateur, c'est un acte d'autorité et d'ordre. La France et la République doivent marquer leur retour dans ces territoires. Alexis Poulain. Je suis assez d'accord avec ce retour à l'ordre. Il faut arrêter avec la tambouille associative en faisant croire que c'est les associations qui ont le secret de l'insertion, du reste. On a vu les débordements d'ailleurs, les enrichissements personnels, enfin les scandales qu'il y a pu avoir par ailleurs. Et c'est vrai, mais dans cette stratégie du retour à l'ordre, on a un problème en France avec la justice. C'est-à-dire que vous allez sortir les petits caïds des quartiers, et puis on va les mettre devant un juge, et puis ils vont faire quoi? Soit ils vont passer 3 ans en prison, au plus, on va dire, avec derrière des réseaux qui de toute façon continuent. On sait ce que c'est que la prison, c'est juste on se retrouve avec les amis, on continue le business de toute façon d'une manière ou d'une autre. On ressort, on a le badge, je sors de la prison, donc j'ai augmenté ma crédibilité. Quelle est la solution? Parce que si on n'a pas d'éloignement, si on n'a pas aussi un plan pour dire vous faites du trafic de drogue, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez sortir de prison? Je vais recommencer mon trafic. A priori, je ne vais pas aller chercher un boulot à 1500 balles par mois. C'est pas non plus une façon de vivre. Donc, comment on fait? Vous faites ça, c'est une stratégie de court terme. Quelle est la stratégie de long terme? Ce que vous dites est juste. Et le maillon faible aujourd'hui de notre chaîne de sécurité en France, c'est évidemment la justice. Comment peut-on accepter que dans un pays tel que le nôtre, vous avez le budget de la justice qui est peu ou prou comparable au budget du ministère de la Culture? On est entre 8 et 10 milliards d'euros. Le président de la République avait promis 16 000 places de prison en plus. Évidemment, tout cela, c'est une promesse électorale parmi d'autres. Donc, évidemment qu'il faut être beaucoup plus fort. Évidemment que pour que la force soit juste, il faut que la justice soit forte. Et aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de cette justice forte. On est d'accord, et Alexis le dit aussi. C'est vrai que, bien sûr, qu'on a un problème d'autorité, finalement, d'expliquer aussi la sanction. Pourquoi il y a sanction? Parce que nos valeurs sont attaquées, et ça, il faut le dire. Moi, quand je reprends cet exemple qui date maintenant, mais quand on souille un des piliers de l'Arc de Triomphe, qui est un lieu mémoriel pour notre République, quand il est souillé par des manifestants qui ne sont pas forcément des gilets jaunes, qui sont vraiment venus pour... Eh bien, qu'on est incapable de les retrouver, incapable de les refilmer en train de nettoyer le pilier de notre Arc de Triomphe, mais je trouve que ça, c'est pas très compliqué à organiser, et ça, c'est des travaux d'intérêt général, ça peut se faire, et on est incapable de mettre en place. Et ce que je veux dire, la prison, bien sûr, il en faut. Je suis dans une famille politique qui trouve qu'il y en a pas assez, mais l'après-prison, c'est un vrai sujet. Comment on résout le problème? Parce qu'on sait bien, ils reviennent dans le quartier, ils nous remettent la pagaille, les réseaux se réorganisent, et on rebelote, et en fait, on traite pas le problème à la racine. Il y a un sujet aussi avec les mineurs. Parce que les mineurs qui vont basculer, donc il y a aussi un certain nombre de cellules dans les mairies qui s'organisent sur la prédélinquance et l'absentéisme scolaire. Je voulais juste faire mon réac, mais on paye la suppression du service militaire obligatoire, qui était un moyen de faire de la mixité sociale et de faire en sorte que des gens qui n'avaient aucune formation, qui ne se sentaient pas utiles, d'un coup se sentaient utiles à la société avec un collectivisme. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de collectivisme et de mixité sociale en France. On a Eric en ligne avec nous. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, ça pourrait agir par rapport au débat sur la sécurité. En fait, il y a plusieurs points. Alors, déjà, c'est 1% de la population qui emmerde tout le monde, désolé du terme. Sur ces 1%, lorsqu'on parlait des trafics de drogue, il faut savoir qu'en France, vous avez 10% environ de la population qui consomme du cannabis, plus ou moins régulièrement. Ce serait faire œuvre de salut public que de très réglementé, évidemment, de légaliser le cannabis, la consommation du cannabis et la vente de cannabis, et en plus, au-delà de légaliser, de faire des zones franches, c'est-à-dire dans les zones où il y a des trafics, parce que
J'ai entendu, je ne sais plus sur quelle chaîne, j'ai entendu qu'il y a parmi les policiers, enfin dans les responsables, qui disaient qu'en fait on laisse faire ce trafic parce que ça fait tourner une économie et donc une forme de sécurité. Donc problème de sécurité parce que ça entraîne, ils ont besoin d'un service d'ordre, donc résultat les flics n'y vont plus. Problème de sécurité. Donc vous légalisez et vous encadrez sérieusement dans ces zones-là l'ouverture de coffee shop, comment on appelle ça. Vous cassez le commerce, c'est ça ? Comment ? Vous cassez le commerce illégal, mais il y aura d'autres commerces qui se mettront en place. Ça casse le commerce illégal, mais en plus, au-delà de ça, ça casse le commerce illégal, mais en autorisant l'ouverture de magasins, de coffee shop dans ces quartiers-là, ça ramène, personnellement, c'est comme ça que je le vois, mais ça ramènerait de la vie dans ces quartiers, ça ramènerait des gens de l'extérieur, ça casserait au niveau de la délinquance, parce que ça ne veut pas dire non plus que ça va s'arrêter, mais déjà, au niveau de ces trafics-là, vous aurez une baisse. Ce serait factuel, une baisse de la délinquance. Et quand on parlait de l'abandon de l'État, très bien l'abandon de l'État, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même un peu d'opportunisme politique derrière tout ça. Puisque en fin de compte, ça sert bien certains politiques qui usent et abusent du discours sécuritaire en prétextant les problèmes des banlieues. Parce que, comme disait l'un de vos interlocuteurs, ça fait les émeutes, c'était en 2005. Bon, c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Ils sont où ceux qui ont fait les émeutes ? Ils sont rentrés dans le marché du travail. Donc en fait, il y a un problème. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Mais là, merci Eric de votre appel. Mais là, il y a des chiffres quand même. Et Alain Boer, donc professeur en criminologie, dit c'est le pire bilan qu'on ait vu depuis des années. Les chiffres sont particulièrement révélateurs. Les violences qui grimpent ne sont pas seulement celles liées au maintien de l'ordre. C'est-à-dire que tous les types de violences sont concernés. Et lui, il dit que ça a fait craindre un retour à presque 40 ans en arrière, en tout cas sur le terrain des homicides et des tentatives d'homicide. Il avait raison, Eric, qu'on vient d'avoir au téléphone, parce qu'il a oublié de rajouter qu'en plus ça rapporterait beaucoup d'argent à l'État. Absolument. Mais c'est un renoncement. Il ne faut pas lier le sujet de la légalisation du cannabis à celui du rétablissement de l'ordre. Le rétablissement de l'ordre, c'est non négociable. C'est non négociable. Merci à tous les quatre. À suivre André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.